Ce n'est pas une arme de guerre, c'est un instrument chirurgical d'une efficacité terrifiante. Sa puissance meurtrière n'a pas été mesurée sur le champ de bataille, mais sur des piles de corps humains. Une lame, un coup, 7 torses tranchés, ce n'est pas un mythe, c'est un fait historique vérifiable. La preuve ne se trouve pas dans un parchemin, mais est ciselée directement dans la soie d'acier de la lame elle-même, un enregistrement physique et permanent. Mais comment un code de l'honneur a-t-il pu produire une science du massacre aussi froide et empirique? Quel état d'esprit faut-il pour non seulement tuer, mais aussi pour mesurer, documenter et certifier la létalité sur la chair humaine? Les histoires que l'on nous raconte sur le Bushido sont un mensonge romantique, conçu pour masquer un système de cruauté calculée. Rejoignez-nous alors que nous exposons la véritable anatomie de ce code, et vous apprendrez que tester les sabres sur les morts n'était qu'un prérequis. Le véritable test de leur précision était un rituel accompli sur les vivants, un acte d'honneur ultime qui était, en réalité, un cauchemar médical. Imaginez cette scène. Un expert, sous les lumières stériles d'un laboratoire moderne, tient des siècles d'histoire entre ses mains gantées. La lame elle-même est une œuvre d'art. On peut voir le hamon, la ligne de trempe, qui chatoie comme une vague figée dans l'acier. Elle est mortellement aiguisée, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui importe pour l'instant. Ce qui importe, c'est la partie que vous n'auriez jamais dû voir, la partie cachée sous la poignée, le nakago ou la soie. Il est rugueux, sombre, non poli. Il n'a jamais été conçu pour la beauté. Il a été conçu pour la vérité. Et alors que la caméra se rapproche, les caractères deviennent clairs. Ils n'ont pas été gravés avec grâce. Ils ont été martelés, frappés dans le métal avec force et finalité. Tsidon, Nanatsu Do. 7 corps. C'est une vantardise, une marque de qualité, un reçu horrifiant pour un test de produit mené sur des êtres humains. Cette seule pièce de preuve matérielle brise l'illusion romantique du noble samouraï. Elle révèle un monde caché, les coulisses de l'histoire où l'honneur était secondaire à la fonction et où la vie humaine était une unité de mesure. Alors, comment cela a-t-il pu se produire? Comment une classe de guerriers, renommée pour sa discipline et sa philosophie? La réponse est plus dérangeante que vous ne pouvez l'imaginer, car cette inscription n'est pas une anomalie. C'est le point final d'un système. Un système que nous allons démanteler, pièce par pièce horrifiante. Pour comprendre la science derrière la coupe de 7 corps, il faut d'abord comprendre le mythe qui l'a rendu nécessaire. Ce mythe était nécessaire parce que la vérité est bien plus difficile à vendre. Nous pensons connaître le samouraï. L'image est instantanément reconnaissable. Un guerrier solitaire, méditant sous un cerisier en fleurs, ses sabres symbolisant son âme. Il est maître de la cérémonie du thé, compositeur de poésie, un homme dont chaque action est gouvernée par le Bushido, un code d'honneur absolu, de loyauté inébranlable et de maîtrise de soi suprême. Nous nous imaginons un monde de calme zen et de batailles féroces et nettes où la mort est accueillie avec une grâce stoïque. Chaque film, chaque livre, chaque œuvre d'art a renforcé cette image du guerrier parfait, un mélange de compétences létales et de profonde philosophie. C'est le fantasme, c'est beau, c'est captivant. Et c'est un mensonge soigneusement construit. Sous les peintures à l'encre et la philosophie stoïque se trouvait une fondation de brutalité calculée. Sous l'art du sabre se trouvait la science de l'abattoir. Le jardin serein était arrosé avec le sang du parvis d'exécution. Le code que nous appelons Bushido, tel qu'il est populairement compris, a été en grande partie écrit et romancé pendant une longue période de paix, jetant un regard rétrospectif avec des lunettes roses sur un passé qui était tout sauf pacifique. C'était un rebranding, une façon de civiliser une histoire d'une violence inimaginable. Le véritable code qui a gouverné les samouraïs pendant des siècles n'était pas écrit dans des textes philosophiques. Il était écrit avec du sang sur les champs de bataille et hurlé depuis les terrains d'exécution. Pour comprendre cette inscription sur la soie du sabre, nous devons regarder au-delà du mythe. Nous devons peler les couches de propagande et voir le monde brut et terrifiant qui a créé le samouraï, un monde non pas d'honneur, mais de chaos.
Un monde où le pouvoir était la seule vertu et la peur l'outil ultime de contrôle. Oubliez les fleurs de cerisier, oubliez la poésie. Nous retournons au commencement, à une ère de guerre totale, où la seule règle était la survie et la justice n'était qu'une performance de la terreur. Ce que vous êtes sur le point de voir est le véritable creuset qui a forgé la classe des samouraïs, et cela changera à jamais votre perception d'eux. Ce creuset a un nom. Le Sengoku Jidai, le ère des royaumes en guerre. Pendant plus d'un siècle, le Japon n'était pas un pays unifié. C'était un paysage morcelé de centaines de clans en guerre. Chacun dirigé par un seigneur de guerre, un daimyo, luttant pour des bribes de terre et de pouvoir. Il n'y avait pas de loi centrale, pas d'empereur avec une autorité réelle, seulement le sabre. Imaginez vivre dans un monde de paranoïa constante et lancinante. Le fermier dans le champ d'à côté pourrait être un espion. La province voisine pourrait envahir sans avertissement. Votre seigneur d'aujourd'hui pourrait être un cadavre sans tête demain, son château une ruine fumante. La vie ne valait rien, et la loyauté était une marchandise qui pouvait être achetée ou trahie à tout moment. Dans cet enfer de chaos, un seigneur de guerre ne pouvait pas gouverner par l'honneur ou le respect. Il gouvernait par la peur pure et sans phare. Lorsque vous conquériez un village, comment vous assuriez-vous que ces paysans terrifiés ne se rebelleraient pas dès le départ de vos soldats? Vous ne pouviez pas vous permettre de laisser une grande garnison. Alors vous faisiez un exemple. Le châtiment n'était pas une question de justice. C'était une performance publique. Une production théâtrale de l'agonie conçue pour être gravée dans la mémoire collective des survivants. Il fallait que ce soit bruyant. Il fallait que ce soit public. Et surtout, il fallait que ce soit lent. Une mort rapide était une occasion manquée. Le but était de créer un spectacle de souffrance si profond qu'il écraserait la volonté de résister pour une génération. C'est la logique de la terreur. Et elle est devenue le fondement de la gouvernance des samouraïs. Ils avaient besoin de châtiments qui pouvaient être vus de loin, qui dureraient des jours, qui agresseraient tous les sens, la vue du corps mutilé, le son des cris, l'odeur de la mort cuisant au soleil. C'était la seule loi qui comptait. Alors, à quoi ressemblait réellement cette performance de la terreur? Quel était le premier acte de ce théâtre de la cruauté? La réponse serait érigée sur les flancs des collines, surplombant les villes et le long des routes principales pour que tous la voient. Un symbole de souffrance, tordu en un instrument de contrôle absolu. Ce symbole de souffrance, érigé sur les flancs des collines pour que tout le voie, était la croix. Le 5 février 1597, sur une colline froide et balayée par le vent surplombant le port de Nagasaki, cet instrument de contrôle fut perfectionné. Imaginez être l'un des condamnés. Forcé de gravir cette pente boueuse, les railleries de la foule se mêlant au sifflement du vent. Votre sentence est le haritsuke, la crucifixion. Mais ce n'est pas la crucifixion que vous connaissez de l'histoire occidentale. Il n'y a pas de clous. Les clous sont inefficaces. Ils déchirent la chair, provoquent un choc massif et mènent à une mort relativement rapide. Une mort rapide, rappelez-vous, était une occasion manquée. Ceci était conçu pour toute autre chose. Ceci était conçu pour l'endurance. On posait la croix au sol et on vous y attachait avec des cordes rêches et épaisses, en les serrant si fort qu'elles mordaient vos poignets, vos chevilles, votre poitrine. Ensuite, un petit bloc de bois en forme de selle était fixé sous vous, conçu pour supporter la majeure partie du poids de votre corps. C'est une pièce d'ingénierie simple et brutale. Elle empêche les cordes de couper la circulation trop rapidement et elle empêche votre propre poids de vous étouffer. Son unique but est de vous maintenir en vie et conscient aussi longtemps que possible. Puis vient le moment où l'on dresse la croix. Le monde bascule, puis se remet en place avec une secousse. Tout votre poids s'abat sur les cordes et ce petit bloc de bois. Vous faites maintenant partie du paysage, un avertissement vivant. En dessous de vous, votre ville. Autour de vous, le ciel. Et vous attendez. Vous restez suspendu là pendant des heures, le froid s'infiltrant dans vos os, vos muscles hurlant de protestation. La foule regarde. Elle attend. Le soleil commence à descendre vers l'horizon. Mais vous ne mourrez pas.
c'est le détail crucial que les versions aseptisées de l'histoire omettent. La croix n'était pas l'arme, elle n'était que la scène pour l'acte final. La véritable horreur, la partie conçue pour briser la volonté de quiconque regardait, était encore à venir. La mort ne s'insinuerait pas lentement par l'exposition aux éléments. Elle serait administrée avec une précision méthodique. Au coucher du soleil, 2 silhouettes s'approchaient de la croix, non pas avec des sabres, mais avec de longues lances. Des témoignages oculaires, enfouis pendant des siècles dans les archives jésuites, décrivent l'acte final et horrifiant. 2 bourreaux, un de chaque côté. 2 lances, ils se déplacent à l'unisson, un ballet de mort synchronisé et rodé. Ils plantent leurs pieds, visent et enfoncent leurs lances vers le haut, sous la cage thoracique, les pointes de lance se croisant à l'intérieur du corps de la victime. Mais ce n'est pas un coup mortel. Un coup direct au cœur est rapide, voire miséricordieux. C'était le contraire. L'analyse médico-légale moderne de la méthode, connue sous le nom de Ika-Yari, révèle une connaissance anatomique terrifiante. Les premiers coups étaient délibérément inclinés pour manquer le cœur, perforant plutôt les poumons par le bas. Les pointes de lance elles-mêmes étaient souvent triangulaires, conçues pour créer des blessures qui déchiraient les tissus et ne se refermaient pas, maximisant l'hémorragie interne. Imaginez la sensation, une agonie soudaine, aiguë, brûlante. Mais vous ne mourrez pas. À la place, un poumon s'affaisse. Vous ressentez un besoin désespéré et urgent d'air que vous ne pouvez satisfaire. Vous commencez à vous noyer, lentement, dans votre propre sang, tout en étant pleinement conscient, suspendu à la vue de tous. C'était une procédure médicale calculée de la douleur. Les bourreaux avaient un contrôle total, capable de prolonger l'agonie pendant des minutes, voire des heures, laissant la victime suffoquer avant de porter un dernier coup fatal au cœur. C'était la démonstration ultime du pouvoir, non seulement le pouvoir de tuer, mais le pouvoir de contrôler le processus même de la mort. Mais pour l'expression ultime d'une mort publique et terrifiante, une exécution qui serait rappelée non pas comme une science froide, mais comme un cri primal de terreur. Même cela ne suffisait pas. L'horreur primale de la période Sengoku était un produit de son temps bruyante, chaotique, et conçu pour une terreur publique maximale. Mais que se passe-t-il lorsque les guerres prennent fin? Après 1600, le Japon fut unifié sous le shogunat Tokugawa, inaugurant une période de paix sans précédent qui durerait plus de 250 ans. Le chaos s'est apaisé, les châteaux n'étaient plus en feu. Mais la cruauté n'a pas disparu. Elle a évolué. Elle est passée du champ de bataille au laboratoire. Elle est devenue plus froide, plus bureaucratique et d'une scientificité glaçante. Le spectacle public conçu pour terrifier les paysans a été remplacé par le travail silencieux et méthodique des terrains d'exécution de l'État. Les samouraïs eux-mêmes ont changé, leurs armures ont été remisées. Ils sont devenus administrateurs, poètes et fonctionnaires, leurs sabres étant désormais des symboles de statut plutôt que des outils de guerre. Mais les tueries ont continué, seulement maintenant elles étaient sanctionnées, documentées et perfectionnées. C'est ici que nous revenons à notre sabre. Cette inscription, 7 corps, n'a pas été gravée dans le feu de l'action. Elle a été certifiée durant cette nouvelle ère de paix. La preuve en vient d'une source que les histoires officielles omettent commodément. Nous parlons des registres privés et méticuleux du clan Yamada. Pendant des générations, cette famille a occupé une position unique. Ils étaient les testeurs de sabres et exécuteurs officiels du shogun. Leur profession se transmettait de père en fils. Ce n'étaient pas des guerriers chargeant au combat. C'étaient des anatomistes de la mort. Et leur travail consistait à tester les outils de l'État sur les corps des condamnés. Leurs journaux de bord et manuels cachés documentent tout, non pas avec une poésie philosophique, mais avec le langage froid et détaché d'un rapport technique. Ils détaillent les meilleurs angles pour une coupe spécifique, les types de corps utilisés et les résultats précis de chaque test. Ce que vous êtes sur le point de voir est la science secrète qu'ils ont perfectionnée, une discipline qui traitait le corps humain comme rien de plus qu'un support de test à mesurer, couper et enregistrer. Cette science secrète,
s'appelait le tamesigiri, le test des sabres. C'était une procédure sinistre, menée sur les terrains d'exécution boueux et imbibés de sang à la périphérie d'Edo. Ici, les criminels condamnés, et parfois leurs cadavres frais, n'étaient plus traités comme des humains. Ils devenaient des sujets de test. Leur corps était utilisé pour certifier empiriquement l'efficacité meurtrière d'une lame. Le processus était d'une méthodologie glaçante. Un corps, ou des corps, étaient positionnés, souvent sur un monticule de terre battue appelé dodang. Le bourreau du clan Yamada prenait la lame et effectuait une coupe spécifique et nommée. Les résultats étaient ensuite enregistrés, et pour une lame particulièrement fine, l'exploit était ciselé directement dans la soie. Comme un trophée pour un maître artisan, on peut voir la progression dans les inscriptions elles-mêmes. 1 corps, 2 corps, 3 corps, chacune étant le témoignage d'une lame capable de trancher plusieurs colonnes vertébrales et cages thoraciques humaines sans s'ébrécher ni se plier. Les coupes uniques les plus difficiles avaient leur propre nom. Un catalogue macabre de défis anatomiques. Une coupe à travers les os de la hanche, la partie la plus épaisse et la plus difficile du squelette humain. Une coupe à travers le torse à l'angle exact pour sectionner les épaules. 2, 3, 4 corps empilés les uns sur les autres, une masse de chair et d'os qui devait être fendue en un seul coup fluide. Et puis, il y a la coupe de 7 corps. Pensez à la physique de cet acte. L'immense puissance concentrée requise pour faire passer une lame à travers 7 torses humains. L'analyse d'experts confirme que la force nécessaire est presque surhumaine, à la limite absolue de ce qui est physiquement possible. Cela nécessitait une lame d'une acuité et d'une résilience incroyables, et un bourreau doté d'une force terrifiante et d'une technique sans faille. Ce n'était pas un acte de rage frénétique, c'était une application froide et précise de la force. Le sinistre point final d'une science mortelle. Mais cette science nous montre comment la classe des samouraïs a perfectionné l'acte de tuer les autres. Que se passe-t-il lorsque cette même précision froide, cette même connaissance anatomique est tournée vers l'intérieur? Que se passe-t-il lorsque le code exige qu'un samouraï accomplisse l'acte de violence ultime sur lui-même? Le code exigeait que cet acte de violence ultime sur lui-même soit considéré comme l'expression suprême de son honneur. C'est le rituel le plus célèbre du code des samouraïs, le seppuku. L'image est emblématique. Un samouraï, vêtu de vêtements de cérémonie blancs, s'agenouille sereinement sur un tatami. Il compose calmement un dernier poème de mort, son visage un masque de discipline et de contrôle. Il prend ensuite une lame courte, le tanto, et avec un acte de volonté suprême, met fin à ses jours. On nous dit que c'était une mort noble, une façon de préserver son honneur face à l'échec ou à la défaite. Ceci, aussi, est un mensonge. La réalité était un cauchemar médical, chorégraphié pour ressembler à un suicide. La première coupe seule, une profonde entaille à travers l'abdomen, provoquerait un choc profond et une douleur inimaginable, alors que la lame sectionne les muscles et déchire l'estomac et les intestins. Mais la forme la plus vénérée, celle louée dans les textes samouraïs, exigeait une seconde coupe verticale vers le haut depuis le centre de la première. C'est le Jumonji-giri, la coupe en forme de croix. Notre analyse montre que c'était une impossibilité médicale pour un homme dans cet état d'agonie et de choc. C'était un idéal, pas une réalité, un élément de propagande conçu pour mettre en valeur un niveau de maîtrise de soi impossible. Le véritable art du seppuku appartenait à l'homme se tenant derrière avec un sabre, le kaishakunin ou le second. Il n'était pas seulement un assistant pour mettre fin à la souffrance, il était le maître de la cérémonie. Son travail n'était pas seulement de décapiter, mais de le faire avec la précision d'un chirurgien. Le but était une coupe spécifique, connue sous le nom de dakikubi. Cela nécessitait de sectionner la colonne vertébrale et les artères, tout en laissant délibérément un lambeau de peau et de chair à la gorge. Pourquoi? Pour empêcher la tête de rouler au loin, ce qui était considéré comme indigne. Au lieu de cela, la tête tombait en avant sur les genoux de l'homme mort. Comme dans une dernière révérence respectueuse, c'était un rituel de mutilation chorégraphié
une exécution déguisée en suicide noble, et malgré toute son horreur clinique, c'était un privilège, une mort réservée à la classe guerrière. Cela soulève une question terrifiante. Si c'était la manière honorable de mourir, à quoi ressemblait une mort conçue pour la dégradation pure, pour ceux tout en bas de l'échelle sociale? Pour ceux d'en bas, une mort conçue pour la dégradation pure n'était pas seulement une exécution, c'était une inversion complète de l'honneur, un spectacle public de déshumanisation, mais il y a pire. Pour les crimes considérés comme les plus odieux, comme un roturier osant tuer un samouraï, un châtiment spécial était réservé, un qui représente une invention véritablement humaine de l'horreur. Oubliez la rapidité du sabre ou le rituel du seppuku. C'était tout autre chose. D'abord, on vous enterrait dans la terre jusqu'au cou, votre corps piégé et impuissant, votre tête exposée aux éléments et aux yeux du monde. Votre tête était fixée dans un carcan, vous forçant à regarder droit devant. Ensuite, on plaçait une scie à côté de vous, pas une scie en acier tranchante, mais une scie rudimentaire en bambou, son bord fibreux conçu non pas pour couper, mais pour déchirer et déchiqueter. C'était le nokogiribiki, la mort par sciage. Mais il y avait un dernier détail horrifiant qui élève cela de la simple exécution à une forme de folie sociétale. Une pancarte était affichée, une invitation formelle à tout homme, femme ou enfant qui passait par là, de prendre la scie et de faire une seule entaille dans votre cou. C'était un devoir civique de torture. Une personne pouvait faire une entaille peu profonde. 1 heure plus tard, une autre pouvait l'approfondir. La mort ne venait pas avant des jours. Vous étiez pleinement conscient, sentant chaque passage grinçant de la lame émoussée, entendant le son humide et déchirant lorsqu'elle s'accrochait aux muscles et râpait contre vos vertèbres. Pouvez-vous imaginer le son? L'odeur de votre propre sang et de vos tissus en décomposition cuisant au soleil? Ce n'était pas la justice, c'était une descente sociétale dans la torture, codifiée par la loi. Elle rendait le public complice de l'horreur, transformant une communauté entière en un lynchage au ralenti. C'est le fondement absolu du système. L'expression finale d'un code qui valorisait si hautement le statut qu'il pouvait justifier cela. Après avoir vu cela, après avoir atteint le fond, il n'y a nulle part où aller. La seule question qui reste est « Pourquoi ?» Que nous dit cette capacité à la cruauté méthodique, scientifique et même participative sur la nature même du pouvoir? La réponse à « Pourquoi ?» est aussi simple que terrifiante. Parce qu'il le pouvait. Parce que lorsque le pouvoir est absolu et sans contrôle, l'outil de contrôle le plus efficace est la peur. Et le moyen le plus efficace de générer la peur est de faire un spectacle du corps humain. Nous avons vu les preuves. Les témoignages oculaires des crucifixions, les registres anatomiques froids du clan Yamada, les codes juridiques bureaucratiques qui prescrivaient la lente agonie de la scie, ce ne sont pas seulement des reliques d'un passé brutal. Ce sont des manuels d'instruction sur la manière de systématiser la cruauté, de l'envelopper dans le langage de la justice et de l'honneur, et de la rendre une partie acceptée, voire nécessaire, d'une société. Les samouraïs ont disparu, mais la leçon de leur justice demeure. Elle nous enseigne que lorsque le pouvoir est absolu, le corps humain devient une toile sur laquelle l'afficher. Le mythe de l'honneur est toujours un bouclier cachant une vérité terrifiante, que toute société, avec le bon mélange de peur et de contrôle, peut codifier la cruauté. Elle peut transformer la torture en science et le meurtre en rituel. Regardez autour de vous. Les outils ont changé, mais l'architecture du pouvoir reste. Le registre de l'exécuteur devient la note de service classifiée. La crucifixion publique devient la démonstration de force télévisée. Le code du Bushido devient la noble justification utilisée pour excuser les nécessités inconfortables du maintien de l'ordre. Chaque système qui cherche à contrôler les gens crée une histoire à se raconter, un mythe qui rend sa violence acceptable. Le génie du code des samouraïs était son mythe de l'honneur, magnifique, captivant et finalement trompeur. La question est, quels sont nos mythes? Quelles sont les belles histoires que nous nous racontons pour cacher les mécanismes laids des systèmes dans lesquels nous vivons? Le sabre ne ment pas.
Il nous demande simplement de voir la vérité qui était cachée à la vue de tous depuis le début et de nous demander: quelle vérité cachons-nous aujourd'hui ?